pour notre rendez-vous livresque. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, aussi plastique, culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous pour parler ce soir d'Alger la bien gardée qui sera à l'honneur, aussi bien à travers les belles lettres que les arts plastiques. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Majda Ben Chaban. Madame Chaban, bonsoir. Bonsoir, Merci merci d'être de parmi nous. m'accueillir. C'est un plaisir de revenir sur le plateau. Dardarek, vous êtes artiste peintre Oui. et animatrice d'atelier. Oui. Vous allez nous en dire plus dans un petit moment. Merci encore d'être parmi nous. Merci. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir mademoiselle Selma Chelgui. Mademoiselle Chelgui, bonsoir. Bonsoir, plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Vous êtes romancière et auteur d'un premier roman qui, pour un premier coup d'essai, n'en est pas moins un coup de maître. Vous rendez hommage à une grande figure de l'histoire algérienne, à savoir Raïs Hamidou, chevalier des mers. C'est ce roman auquel nous allons nous intéresser, ce roman magnifiquement illustré justement par Majda Ben Chaban. Si vous permettez, elle va nous faire une petite analepse sur votre rencontre et puis nous allons plonger littéralement avec vous dans ce magnifique roman. Majda Ben Chaban, artiste peintre, avec votre touche spéciale qu'on reconnaît entre mille, le fameux Intangle. Mais alors, avant d'en arriver justement aux détails de votre art, dites-nous un peu comment vous en êtes arrivé à figurer aussi bien sur la première que la quatrième de couverture de ce magnifique roman. Tout d'abord, ça a été une très belle rencontre avec Selma. C'est plutôt elle qui est venue vers moi en voyant mes œuvres sur les réseaux, c'est ça? Oui. Et donc, naturellement, j'aime bien les challenges, j'aime bien les défis. Donc, elle m'a parlé au début brièvement du projet. Il était question qu'on fasse plusieurs illustrations au sein du roman. Puis, au final, on s'était arrêté à 2 œuvres. Donc, les œuvres, ce sont des peintures sur toile. Et la rencontre était d'abord virtuelle. Plusieurs échanges, des discussions, des lectures, j'avais pas le livre, elle était encore en train de... Donc il n'était pas encore édité, donc elle m'a fait plusieurs lectures pour que je puisse m'imaginer et imaginer les scènes avec les personnages et avec mon style. Donc le fait de pouvoir véhiculer les émotions à travers les couleurs et les formes, voilà, c'était vraiment une expérience magnifique. Et justement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. On prend déjà beaucoup de plaisir à tenir le livre en main avant de prendre encore plus de plaisir à le lire. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il y en a, hélas. Dites-nous un peu ce fameux style, cette fameuse touche Majda Ben Chaban, le Zentangle, de quoi ça? Alors, si on voit dans sa globalité l'œuvre qui est présente ici, on va remarquer qu'il y a justement de la spirale qui revient. Et pour moi, la spirale, c'est vraiment un symbole de créativité, mais surtout de mouvement. Donc, c'est pour moi, au tout début, il y a de cela 20 ans, j'ai commencé à peindre. C'était le début, je me cherchais, bon, forcément, ce n'était pas ce style-là, mais ce qui était dominant, c'est la spirale. En tout cas, ça a été vraiment, en tout cas, toutes ces années, un fil conducteur. Et pour moi, la représentation du mouvement, du rythme, était importante. Donc, on a une image quand même qui est figée, enfin, elle est en 2D. C'était important pour moi de suggérer cette troisième dimension à travers le mouvement et du coup à travers la spirale. Et puis par la suite, il y a eu voilà, des sources d'inspiration qui étaient différentes au fil des années, jusqu'au moment où je m'intéressais on va dire, au patrimoine algérien, où là j'ai commencé à introduire un peu plus des éléments symboliques de notre culture, y compris des motifs géométriques, des motifs de céramique, de la calligraphie également, et à chaque fois ça a été des petits clins d'œil. Vous avez même carrément lancé ce qu'on appelle un trend à un moment, c'est-à-dire oui. où les gens qui voyageaient, que ce soit à l'intérieur du pays ou en dehors, vous envoyaient des photos. Effectivement, oui, parce que je remarquais que lorsqu'on se déplace, déjà d'abord à Alger, puisqu'on a quand même un patrimoine qui est assez riche d'influence, d'inspiration.
je remarquais que les gens n'observaient pas où ils mettaient les pieds. On a tendance, lorsqu'on voyage ou quand on découvre un lieu, on lève la tête. Certes. Et on ne voit pas forcément. Et donc, j'ai lancé ça. Et ça a été par la suite beaucoup relayé à travers le monde, où j'invitais les personnes qui voyagent de voir où ils mettaient les pieds et de prendre une photo avec le pied sur le parterre qui pouvait être original et de me l'envoyer. Moi, ça représentait pour moi aussi une source d'inspiration de voir les différences de couleurs et de formes. Mais par la suite, voilà, c'est parti sur un style dans mes peintures où on va retrouver de façon directe ou indirecte, subtile, un élément de notre patrimoine à travers ces motifs-là. Qu'on retrouve aussi dans votre peinture, y compris sur la première de couverture avec ce carreau de céramique qui orne les demeures algéroises. Oui, c'est ça. Ce qui nous amène justement à nous intéresser à ce superbe roman, Raïs Hamidou, Chevalier des mers de Salma Chergui. Vous m'avez fait oublier que le roman avait été initialement écrit en anglais, puisque je l'ai lu en français et vous l'avez vous-même traduit, et pourtant on ne sent pas ce passage d'une langue à une autre, tant la maîtrise est là. Alors, première question qui peut sembler banale, pourquoi Raïs Hamidou? Qu'est-ce qui vous a inspiré chez ce glorieux personnage? Alors, avant toute chose, c'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, au sujet de ce roman, en fait, au début, c'était une recherche personnelle. Mejda, je pense qu'elle a bien dit tout à l'heure, c'est la recherche de soi, de se dire qui je suis, quelle est mon identité, etc. Et en fait, moi, je me suis penchée sur l'histoire de l'Algérie et je voulais en apprendre plus sur l'histoire de l'Algérie avant la colonisation. Je pense qu'on a tendance un peu à oublier qu'on a eu un passé glorieux. Certes. Et ça remonte à des années et des siècles avant ça. Et le personnage de Raïs Hamidou est venu très vite parce qu'on se rend compte que c'est l'archétype du héros. Premièrement, c'est un Algérien. Il faut quand même dire qu'à l'époque, disant qu'il vivait dans un système où les rias algériens n'étaient pas toujours mis en avant, où ils n'avaient pas beaucoup d'avantages. Et c'est quelqu'un qui se fait remarquer pour sa bravoure, pour son côté stratège, son côté juste. Et le fait que le peuple l'aimait vraiment. Et d'ailleurs, on trouve des chansons sur lui, on trouve des poèmes. On trouve aussi jusqu'à maintenant la mémoire collective, le personnage de Raïs Hamidou. Et surtout, il inspire le respect même aux historiens, on va dire, durant la colonisation, qui étaient forcés de parler de lui avec des louanges. Donc c'était une bonne chose. L'hommage du vice à la vertu. Voilà, exactement. Donc c'est ça, en fait, on se dit, il a défié tout, il a défié les barrières de l'époque, il a défié les idées reçues de certains même après. Donc ça, c'était très bien. Et donc du coup, voilà, c'était une petite recherche. J'avais un petit carnet à l'époque, je marchais, je prenais des petites notes. Donc c'était durant la Covid-19. Et après, je me suis dit, j'ai envie de partager ça en fait. L'écriture, pour moi, c'est une libération. Et disons justement, pendant la pandémie, on était enfermés et tout. Pour moi, c'était une manière de me libérer et de me retrouver un petit peu dans cette écriture-là. Et c'est venu tout naturellement d'imaginer les péripéties. Et puis c'est vrai qu'à Alger, vraiment, c'est très inspirant. Outre la culture, l'architecture, nos traditions. Petit exemple, quand on va à la Casbah, quand on nous parle un peu des chaînes du pardon Fidar Sultan, on se dit comment ça, on n'a pas mentionné ça dans un roman ou dans une série, on en parlait. Donc c'est venu tout naturellement. Et puis par la suite, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont donné du courage. Ça a commencé par mes parents. Puis Mejda. Justement, on en parlait. Moi, je l'ai découvert sur Facebook et j'ai toujours aimé l'art parce que ma mère, elle est professeure d'art. Et puis, quand je voyais les œuvres de Mejda, je voyais son style à elle. Vraiment, c'est authentique, c'est algérien. Et justement, ce qui m'a attirée, c'est le mouvement. Elle a parlé de spirale. Pour moi, les spirales représentent le mouvement. Et j'aimais bien aussi qu'elle ne dessinait pas le visage. Donc ça nous donne un peu d'espace pour imaginer le personnage, etc. Donc j'ai tenté ma chance, j'étais intimidée au début, j'ai envoyé un petit message, j'ai dit bonjour, je vais écrire un petit roman, donc voilà, c'était merveilleux, j'ai beaucoup aimé de travailler avec Mejda sur ce tableau et celui à l'arrière, donc El Jazair Ben Yedik. Ces deux scènes du roman, on a voulu donner vie à ces scènes-là
et aider les lecteurs à visualiser ces passages-là. Oui, et d'ailleurs, on visualise parfaitement les péripéties de ce roman, puisque votre style et vos descriptions nous plongent immédiatement dans l'ambiance de l'époque. Justement, on imagine l'immense documentation que vous avez dû potasser pour nous plonger avec un tel brio, une telle réussite dans l'ambiance de l'époque. Merci beaucoup. Alors j'ai fait de mon mieux. C'est vrai que je ne suis pas historienne, mais je voulais faire ce travail de représenter au maximum les faits historiques et surtout notre patrimoine. Donc je me suis faite apprentie journaliste et je me suis plongée dans certains archives. Donc c'était au début plus numérique. C'est vrai que la plupart au début c'était de l'époque coloniale, puis après j'ai eu la chance de découvrir des historiens algériens comme Belkacem Babassi, comme Mahfoud Qaddache, Allah yarhamhom. Ils ont fait beaucoup de travail dessus. J'ai reçu de l'aide, par exemple les libraires ici, je salue les libraires de l'Arbre à dire, ils m'ont aidé. Les personnes qui m'ont aidé, des historiens, j'ai approché effectivement des historiens et surtout ce qui m'a intéressée, c'était la mémoire qu'on a chez les gens. Donc c'est la mémoire orale, voilà. Ce que les gens racontaient, les histoires, etc. Et effectivement, on se dit, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, je suis sûre que j'ai manqué des éléments. Je suis sûre qu'il y a des choses qu'on aurait pu rajouter. Mais étant donné que c'était un roman, c'est pas un livre d'histoire, j'ai changé. Certes. La chronologie. J'ai rajouté même des personnages qui ont vécu avant Raïs Hamidou, dans Raïs Souleyman, qui a vécu au XVIe siècle. Mohamed Ben Othman, encore une fois, j'ai rajouté une trame, etc. Mais l'idée, c'était d'attirer l'attention des lecteurs sur différents points de notre histoire, en plus de Raïs Hamidou, et de se dire, en fait, l'Algérie d'avant, c'était un tout, et il faut s'y replonger. Et vous investissez aussi une large culture livresque. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur un épigraphe tiré de la mythologie grecque. Et on évoque tout de suite le bassin méditerranéen. Justement, c'est toute cette culture que vous évoquez. Effectivement, parce que la mer a toujours été une grande source d'inspiration pour les traditions, pour les légendes, etc. Et j'ai toujours été fascinée par la mythologie grecque. J'ai toujours trouvé ça intéressant parce qu'on parle de l'humain, mine de rien. Donc eux, comment ils en parlent, c'est intéressant. La légende des monstres qu'on peut trouver en mer, Ulysse, les astronautes, etc. Bref, c'était très, très intéressant et je voulais un peu rattacher ça parce que j'ai cette idée que le héros, il s'inscrit dans l'histoire. Et il y a une expression en anglais, enfin je maîtrise plus l'anglais donc je vais le dire. Donc c'est juste pour dire que le héros, même si la personne peut mourir, parce qu'on est tous destinés à la mort, la légende vivra quoi qu'il arrive. Donc faire une référence à la mythologie grecque, c'était un peu pour ça, pour dire que Raïs Hamidou, c'est notre héros. C'est notre mythe. C'est notre mythe, et il s'inscrit dans la légende algérienne. Oui, c'est une grande figure du roman national algérien. Et vous nous emmenez justement dans son enfance. Il est très tôt attiré par la mer. Et d'ailleurs, tout au long de notre présentation, si vous voudrez bien, je vous demanderai ce qui est historique et ce qui est de la pure fiction. Donc, il est très tôt attiré par la mer. Et c'est la rencontre avec son mentor, le Raïs Chelebi, qui va le décider, enfin, qui va le décider une bonne fois pour toutes à devenir corsaire. Effectivement, parce que premièrement, je voulais comprendre... Alors, pardon de vous interrompre. Est-ce que le Raïs Chelebi a réellement existé? Oui. Alors, j'ai retrouvé un document qui est mentionné que son mentor était un certain Chelebi. Et j'ai rajouté des éléments. Par exemple, je mentionne que Raïs Chelebi vient de Biskra, parce qu'il y a eu beaucoup de Rias qui étaient de Biskra. Il y avait une communauté Biskria à Alger, avec d'autres communautés algériennes donc à Alger. Et je voulais me plonger un peu comment un enfant de 11 ans, 10 ans a l'idée de comment dire, intégrer la marine algérienne. C'est quand même, c'est difficile, c'est militaire, donc c'est pas évident. Et le deuxième point, comment un père, parce que c'est vraiment le personnage du père, puisse permettre ça, dans le sens où c'était très très dur pour lui. Donc surtout que lui-même a perdu une jambe
alors qu'il était sur un shebak. Effectivement. Alors ça, c'est un élément de fiction que j'ai rajouté, juste pour montrer au lecteur que c'était pas une vie facile, que être un corsaire, c'était beaucoup de sacrifices, et je voulais le montrer à travers le personnage de Ali, et surtout montrer que y avait une complicité entre le père et le fils. J'ai trouvé ça beau, donc je voulais mentionner ça. Et justement, en fait, Hamidou, il va challenge un peu ce que lui dit son père, et on va dire, il va même challenge son enfance, en fait. Parce que normalement, un enfant, il joue, il apprend, etc. Il est un peu dans sa naïveté. Hamidou, non. Il va commencer très jeune. Et je voulais aussi parler de cette idée que normalement, l'enfant reprend le flambeau. Il continue ce que son père ou ses parents en général ont fait. Et Hamidou, non, il le fait. Et chez Lébi, ce que j'ai aimé chez Lébi, c'est que c'est quelqu'un qui a l'œil, c'est quelqu'un qui est humain, mais qui représente très très bien cette vie de corsaire en mer. Il a des années d'expérience, il sait ce qui les attend de l'autre côté, mais il va permettre à Hamidou de faire une transition qui est un peu smooth. Parce que il lui évite, on va dire, certaines violences qu'il aurait pu vivre ou certaines difficultés, et il lui apprend vraiment les rouages du métier. Et je dis quand même, sa formation est stricte, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Certes, et puis ce n'est pas un jeu d'enfant, justement. Johara, c'est un nom que vous avez inventé, ou c'était vraiment le shebak sur lequel c'est... Je l'ai inventé aussi. Donc encore une fois, référence à la mer. Mais c'est vrai que beaucoup de marins, de corsaires de l'époque aimaient appeler leur bateau en rapport, soit quelque chose pour porter la bonne chance, soit quelque chose en rapport avec la mer. Et puis, au commencement était le verbe, au commencement aussi était l'amour. Et donc, Maryam, fruit de votre imagination ou documentation? Alors Maryam a réellement existé, pour le coup. Alors j'en suis très heureuse. C'est merveilleux de trouver des éléments comme ça. Donc c'est justement Qasim Babassi qui a... il a rappelé cette histoire parce que Maryam bint Sfinja a réellement existé. Ça a été sa voisine. Ils ont effectivement grandi ensemble. Il y a réellement une histoire qui l'a sauvée alors qu'ils étaient enfants. On va pas en dire plus. Et je voulais un peu imaginer cette complicité qui, pour moi, ça a commencé par une amitié, parce que c'est des enfants, qui par la suite devient de l'affection, qui devient vraiment une entente fusionnelle. Et pourquoi l'amour? C'est vrai que quand on écrit sur l'amour, on est un peu mal à l'aise au début. On se dit comment présenter ça, comment approcher cette idée. Et en fait, on se dit c'est humain. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos sentiments, tout comme la colère, la peur, etc. Et je voulais montrer qu'il y avait une conversation. Donc c'est peut-être un peu l'idée de l'amour courtois. Oui. Un peu l'amour courtois, voilà, oui, de chevaleresque. Chevaleresque, exactement, avec l'idée des terrasses, parce que je voulais que ça soit un paysage algérien. Et Maryam, ça a été aussi mon opportunité de parler de la femme algérienne, parler de sa contribution aussi bien pour la société, mais la famille, notre culture. Et Maryam, je voulais qu'elle ait son caractère bien à elle, qu'elle ait ses idées, sa personnalité, etc. Et juste pour dire qu'en général, la femme algérienne, elle est là, quoi qu'il arrive, quand on a du mal, quand tout va mal, on se tourne vers elle. Et en même temps, elle garde son côté authentique. C'est justement une médecin autodidacte. Exactement. C'est votre invention ou... C'est ma petite invention, mais en même temps, c'est un clin d'œil, parce qu'on a tendance à oublier que la civilisation musulmane et la civilisation arabe, certes, on a eu beaucoup de grands scientifiques, tout à fait, de médecins. Il faut quand même dire, Ibn Sina, ça a été quand même lui une sommité qui a lancé ça. Et j'étais inspirée par ma sœur, qui est dans le domaine médical, et j'ai toujours été impressionnée par son côté. Elle est extrêmement généreuse, elle est toujours là pour les gens qui ont besoin d'elle, elle a le sens du devoir, et je voulais un peu représenter ça dans le personnage de Maryam. Et juste pour la petite histoire, d'ailleurs c'est ma sœur qui m'a aidée, parce que je lui ai dit les remèdes de cette époque-là, est-ce que tu en connais? Elle m'a dit oui, il y avait des sirops déjà pour la toux, il faisait de l'eau de rose avec du sucre, on faisait fondre et ça soignait les gens. Donc c'est extraordinaire, surtout que ça montre l'avancée scientifique aussi bien de l'Algérie mais du monde musulman sur par exemple l'Europe ou l'Occident. Il n'y avait pas eu encore ces découvertes-là. D'ailleurs, via la phytothérapie, sur laquelle on devrait se pencher pour éviter tous les poisons chimiques actuels. Exactement. Alors, je me tourne vers votre complice, Majda Ben Chaban, et son fameux Entangle, et vous êtes aussi animatrice d'atelier.
Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? En même temps, on va voir défiler un peu vos œuvres pour voir ce qui nous attend justement dans vos ateliers. Alors pour les ateliers, ça a commencé très tôt, où jusqu'à présent, ça fait partie intégrale de ma personnalité, j'aime bien transmettre. Donc je l'ai fait sous différentes formes, l'enseignement et évidemment les ateliers, c'est vraiment un espace où j'offre la possibilité aux personnes de s'exprimer. Il y a dans le mot animation quelque chose qui relève de donner vie. Certes. Parce qu'en anime, Animus, l'âme, oui. C'est ça. Et je l'ai remarqué à chaque expérience où j'ai dû créer un concept d'atelier, c'est que les personnes qui viennent à ces ateliers-là, soit retrouvent ou voient, découvrent. C'est dans les deux sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est enfui, et là on ranime quelque chose qui est déjà là, voire les personnes ils vont découvrir une passion ou une envie de développer ça plus tard. Donc pour moi, les ateliers sont vraiment des espaces déjà de rencontre, puis ensuite de transmission. Donc, avec les années, les thèmes ont changé en fonction de mes centres d'intérêt aussi. Mais récemment, j'ai commencé à développer le concept des motifs géométriques, oui. Où là, le dessin géométrique est pour moi un processus justement plus qu'un élément décoratif qu'on va retrouver ou qu'on va colorier. C'est plus une démarche qui consiste à démarrer de zéro, donc du point, et de voir émerger la forme progressivement. Donc il y a quelque chose, encore une fois, de l'ordre de la vie, qui est voilà, de la naissance et de la création. Et dans ce registre-là, j'ai développé selon le contexte, les personnes. Donc j'ai commencé par les adultes, puis tout doucement j'ai remarqué que le public devenait de plus en plus jeune. Et encore une fois, c'était un défi pour moi d'accueillir des enfants. Pour le moment, c'est à partir de 8 ans parce qu'il y a un compas. Oui, donc une certaine dextérité. Voilà, ça demande une certaine dextérité, toujours accompagné avec un adulte. Et je remarque que pour un atelier, par exemple, de 4 heures, souvent on me dit les enfants ils vont s'ennuyer, c'est lent pour un enfant, mais en fait pas du tout, puisque c'est vraiment conçu de façon à ce que ça soit ludique et c'est des étapes. Donc l'enfant il a envie de découvrir qu'est-ce qui va se passer à l'étape suivante. Donc il y a quelque chose de... Puis les adultes pareil, c'est un peu retrouver leur enfant intérieur, hein. C'est une occasion pour eux d'aller chercher ce côté créatif qu'on a tous. Et qu'on a, pour ma part en tout cas, je pense qu'on a tous intérêt à aller chercher et à développer, tant ça nous sert dans la vie de tous les jours. Il y a des éléments d'art-thérapie dans votre Effectivement. démarche. Je ne le dis pas ouvertement parce que l'intention n'est pas thérapeutique, mais lorsque une personne elle vient, en quelque sorte, il y a cette posture régressive, c'est qu'elle se met justement à aller chercher en elle ce qui est de l'ordre de l'acquis et ce qui ne l'est pas. C'est qu'elle va faire face à ses limites, oui, à ses blocages. À ses contradictions. Et voilà, donc c'est plus, c'est pas le concept en lui-même qui est thérapeutique, c'est plus ma posture qui invite les gens à se questionner. Notamment lorsqu'ils se retrouvent face à une difficulté. Un exemple, de ne pas savoir trouver la bonne couleur ou de se tromper. Et là, on va voir la personne face à cette situation et ça fait réagir. En fait, et là, j'invite les personnes à observer ce côté d'elles-mêmes et de voir qu'est-ce qui fait blocage. Ça relève après, chaque personne a la liberté d'aller creuser, de chercher de son côté. Mais c'est toujours une expérience intéressante. Alors, sans révéler les secrets du métier, si on devait assister à un de vos ateliers dans les grandes lignes, comment ça va se passer? Selon le concept, ça dépend. Je dis que la trame commune... Partons d'un exemple concret. Oui, voilà, la trame commune, ça va être l'aspect, enfin, la créativité.
C'est que moi, j'invite les gens, à travers mes ateliers, à développer leur créativité. Mais selon ce que je vais leur proposer, il va y avoir une contrainte, forcément. Certes. Ça fait partie du jeu. C'est comme un jeu, on a une contrainte et forcément on va aller chercher, épuiser dans des ressources pour dépasser cette contrainte-là. Et le sujet est lancé, le process est lancé et les personnes dans un premier temps, alors pour ce qui est des motifs du dessin géométrique, le concept de l'atelier est divisé en deux parties. La première partie, c'est un dessin, c'est directif. Je donne la démarche, on suit pas à pas. Ensuite, on fait une pause et la deuxième partie, elle est créative. Donc la deuxième partie, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que nous avons, par notre système scolaire, développé notre logique ou notre intelligence logico-mathématique. Oui. On a été en quelque sorte assisté et dirigé dans nos parcours scolaires, ce qui fait que la première partie, très souvent, les gens ils sont contents parce qu'ils ont des balises. C'est clair, c'est net, c'est carré. C'est le motif géométrique, on peut dire que c'est carré. Puis par la suite, donc là, ils sont à l'aise. Puis par la suite, la deuxième partie, plus créative, où ils doivent faire des choix, chaque choix est propre à eux. À ce moment-là, ils sont un peu, voilà, en fonction des personnes, on va voir voilà, des personnes qui seront un peu challengées par l'exercice. Et selon les personnes, celles qui sont plus intuitives, on va observer les personnes qui vont avoir une sorte de contrôle, de ne pas trop dépasser, de ne pas trop prendre de risques, et puis d'autres personnes qui vont vraiment en freestyle faire des choses complètement... Comme Raïs Hamidou. Donc voilà, il y a vraiment, encore une fois, moi je ne suis pas dans l'analyse, ma posture n'est pas dans l'analyse, mais elle est dans... j'invite les personnes à s'observer. Dans mes questions, je leur dis, voilà, s'il y a un blocage là, c'est intéressant de s'y pencher. Et au final, chaque personne finit par faire une création qui est très personnelle. Du moment qu'on a commencé par un dessin commun, une trame commune, on finit par avoir un résultat complètement différent. Donc chaque personne va avoir en quelque sorte voir un trait de sa personnalité à travers la création. C'est une très belle symbolique. Et en vous entendant parler, vous parlez justement de capacité logico-déductive. Ça me fait penser à un théoricien de l'éducation, Howard, j'ai oublié son nom, mais qui avait cette théorie des différentes intelligences. Oui. Mais que l'école ne stimulait que celles justement liées aux mathématiques et au langage. Oui. C'est aussi à travers l'art qu'on peut retrouver complètement ces capacités qui ont peut-être été un petit peu brimées ou en tout cas complètement mises sous le boisseau durant l'enfance. Je dis qu'il y a plusieurs arts déjà, plusieurs styles d'expression. Et puis, j'invite à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer face à ce système qui est un système, malheureusement, on n'y peut rien. C'est que les parents aussi participent à contrecarrer en quelque sorte et à offrir aux enfants des possibilités d'aller chercher, développer, explorer ces différentes et surtout développer ces différentes intelligences. Parce qu'il y en a plusieurs et on le voit aujourd'hui en tant qu'adulte dans nos vies professionnelles, on va avoir recours à plus que l'intelligence logico-mathématique dans nos vies quotidiennes. Certes. On parlait de tête brûlée justement, ça nous ramène vers Raïs Hamidou qui est devenu un corsaire accompli et qui va opérer un véritable coup d'éclat puisque la Régence a signé un traité avec le Portugal. Fait historique ou invention? Moitié-moitié, parce que c'était inspiré, c'était un fait. Souvent, il y avait des traités de paix, et puis dépendamment du comportement du consul
ou les intérêts de la régence, etc., on pouvait mettre fin au traité. Petite chose, tout à l'heure, j'ai dit astronaute, c'est argonaute. Argonaute, oui. Je m'excuse, donc c'est Jason et les argonautes. Donc, il y a avec Jason, oui. Donc du coup, oui, alors il y avait des traités de paix, et puis il faut savoir, il y a le côté diplomatique, le rôle des diplomates était très important à l'époque. Et justement, on reprochait souvent à la Régence de mettre un terme au traité de paix avec les États. Puis c'est une question qui m'a attirée, je me suis dit pourquoi? Parce que bon, la paix c'est important, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de conflits, mais pourquoi on mettait souvent fin à certains traités? Et puis je me suis retrouvée face à une lettre qui détaillait un peu ce qui est arrivé entre l'Angleterre et l'Algérie au XVIIe, si je ne me trompe pas. Donc les Anglais reprochaient aux Algériens d'avoir mis fin au traité de paix et que le Dey s'est énervé contre les Anglais sans raison. Puis on retrouve ce qui s'est vraiment passé. Donc le Dey a écrit une lettre au roi d'Angleterre et il lui a envoyé des lions, il lui a envoyé vraiment des choses extraordinaires. Puis en retour, ils lui ont envoyé une petite boîte avec des pierres précieuses, des petits, on va dire des petits bijoux, donc beaucoup moins impressionnants comparé à ce qu'il a envoyé. Et il n'a pas reçu de réponse à sa lettre. Et le Dey s'est offusqué parce que comment est-ce qu'on peut manquer de respect à un souverain et à un pays, un État souverain? Et donc ça a envenimé les relations. Et puis on se rend compte finalement, c'est pour ça qu'il faut se pencher sur l'histoire et lire par soi-même ce qui se passe, parce qu'on va reprocher ou coller ou promouvoir certaines narratives qui ne vont pas refléter la réalité. Maintenant, pour les questions avec le Portugal, donc on a eu des relations intéressantes avec le Portugal, l'Italie, avec l'Angleterre, l'Espagne. Donc l'Espagne, à un moment donné, on parle même d'une guerre. Oui, on va y arriver. Dans le roman. Les Hollandais, non? Il y a eu avec les Hollandais, effectivement, avec le Danemark. Je fais une petite allusion au Danemark, effectivement, au début. Et tout ça, c'est des éléments intéressants parce que ça vous montre, on va de moments de paix avec ces États à des moments de guerre. Il faut aussi souligner que c'est quand même notre droit de demander certains accords, parce que ces bateaux-là, en fait, la question, c'est qu'ils voulaient traverser les eaux algériennes. Donc aujourd'hui, c'est quand même codifié, c'est dans le droit international qu'il y a des zones économiques exclusives, etc., qui appartiennent à des États et qu'il faut des droits de passage. Donc on nous reproche de demander des droits de passage, alors que c'est tout à fait normal. Et donc on a eu des guerres. Donc à un moment donné, j'avais trouvé une liste de toutes les attaques qu'Alger avait souffert. Donc il y avait Alger, il y avait d'autres villes aussi qui étaient souvent attaquées. Et alhamdoulilah, on a toujours tenu tête. C'est ça qui est impressionnant. Il y a un penseur algérien, je ne me rappelle pas de son nom, mais il a dit ne pensez pas que la colonisation s'est faite qu'en quelques jours à cause d'une histoire de coup de l'éventail. Non, c'était des siècles. Ça fait des siècles qu'ils attendaient d'envahir l'Algérie et on a tenu. Bon, malheureusement, ça a fini par arriver. Et ce que j'aime bien mentionner quand même dans le livre, c'est que on était un bastion en fait de résistance. Certes. Donc on a toujours été des moujahidines, mine de rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve l'appellation de l'Algérie, c'était Dar al-Jihad. Donc c'est pas étonnant. Mais il faut quand même rappeler qu'on a été très important sur le rôle, sur le plan géopolitique. D'ailleurs, on trouve des pièces de l'époque où on représente, donc on a des souverains européens, puis on a le Dey d'Alger à la table des grands souverains avec le sultan ottoman. Donc, Raïs Hamidou, il n'est pas encore Raïs à ce moment-là, va se distinguer par ce coup d'éclat. On ne va pas en parler en détail pour laisser un petit peu le lecteur découvrir toutes ces péripéties. Il va se faire remarquer par le Dey. Et puis, il va aussi s'illustrer lors de l'offensive espagnole, la deuxième, il me semble, en 1775. Exactement. Et c'est ce qui va permettre à Chalebi, qui lui aussi va s'illustrer, de devenir le chef de la Taïfa. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que la Taïfa déjà? Justement, la Taïfa des Riyas, c'est la marine algérienne en fait, c'est le conseil des dirigeants de la marine algérienne. Donc, on a les Riyas et à leur tête, on trouve l'amiral. Et ce qui a été le rôle donc de Raïs Hamidou. Et en fait, ils avaient le rôle de
mettre en exécution les traités, les accords entre les États, aussi d'implémenter les décisions du DEI. Donc en fait, ce qui se passait quand un bateau était arrêté, ils devaient contrôler, voir s'il y avait un accord, s'ils avaient une lettre de marque pour passer. Aussi, parfois le DEI, dans le cas de Hamidou, à un moment donné, il lui ordonne d'aller arrêter des pirates qui sévissaient un peu sur les côtes algériennes. Donc c'est intéressant, parce que du coup, on décrit souvent les corsaires comme des pirates, et on voit bien que c'est faux, parce que c'est des militaires en fait, donc ils sont au service de leur pays. Oui. Et le fait qu'il arrête des pirates, je trouve que c'est formidable, parce que ça détruit l'argument que nos corsaires étaient des pirates. Donc encore une fois, c'est des militaires. Et il faut aussi parler qu'il y avait une structure très très précise au sein de la Taïfa, au sein de la marine algérienne. Donc on a le capitaine, on a le vice-capitaine, on a des spécialistes qui s'occupent par exemple principalement du canon. On avait, sur les bateaux, on avait des charpentiers. Juste, voilà, s'il y a des dommages faits durant les conflits, ils pouvaient réparer les bateaux. Donc voilà, donc c'est très très intéressant de se pencher dessus. Et vous parlez de marine algérienne. Si vous permettez, on va découvrir ensemble un passage de votre roman. C'est vers la fin, lorsque un Italien est fait prisonnier par Raïs Hamidou, qui à ce moment-là du roman est devenu Raïs. Et donc l'Italien qui discute un petit peu avec Raïs Hamidou est impressionné par sa culture. Page 190, il lui dit: vous semblez être un homme intelligent et cultivé. Pourquoi avez-vous choisi cette vie de barbare? L'Italien était impressionné par les manières et le discours éloquent de Hamidou. Il ne comprenait pas pourquoi il s'associait à de telles pratiques. Hamidou s'adossa à son siège, le regard impénétrable. Vous ne parlez pas à un pirate, Filippo. Vous vous adressez à un commandant de la marine algérienne. Je suis un soldat au service de mon pays. Vous aimez nous qualifier de barbares, mais ce sont vos actions qui ont déclenché toute cette animosité. Pourtant, vous n'avez de cesse d'initier ces agressions en dépit des traités de paix et des ententes conclues, rétorqua le captif. Donc là, vous nous ramenez justement au narratif dominant. Le Raïs lui tint ce discours initié. Pourtant, vous êtes bien content de nous voir intervenir quand il s'agit de vous aider à régler vos différends. De plus, quand nous répliquons à vos hostilités, nous devenons les agresseurs et vous, les innocents. Tiens, ça rappelle beaucoup l'actualité. Que je sache, nous ne massacrons ni ne persécutons les chrétiens et les juifs vivant sous notre protection. Quant au raid, nous appliquons simplement le principe de réciprocité en réponse à votre impérialisme sanguinaire. Et on pense à nos frères yéménites qui tiennent la dragée haute à l'impérialisme américano-sionazi. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus grave: il faut se rendre à l'évidence, vous conquérez pour détruire et opprimer. Votre arrogance vous a aveuglé à tel point que vous croyez pouvoir dicter ce qui est bien ou mal, ainsi que le destin de l'humanité entière, tant que cela vous arrange. Tout est une question de perspective. Réfléchissez aux faits, pas à la narration. Et c'est fou comme ce discours a des accents brûlants d'actualité. Effectivement, effectivement, et c'est vrai qu'on voit que souvent l'histoire se répète. Et malheureusement, les hommes et aussi les femmes ne tirent pas toujours leçon de ce qui est arrivé. Moi, je voulais, en fait, justement, ce passage est très intéressant, merci de l'avoir mentionné, parce que je voulais, comme si donner la parole à Raïs Hamidou, de répondre à toutes les accusations qui ont été faites à nos corsaires, à notre pays, et voilà, justement, contredire tout ce qui a été dit. Parce qu'encore une fois, de dire que c'est les Algériens qui initient les attaques, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, ben en fait, non. Justement, quand on parle des courses en Méditerranée, comment ça s'est arrivé? Je vous replonge un peu avec l'histoire des frères Barberousse. Les frères Barberousse, de base, c'était des marchands. Ils ont pris les armes, on parle de djihad, parce qu'ils ont été faits prisonniers par les chevaliers de Malte, ou bien les chevaliers de Rhodes, on peut dire les deux. Et Arouj particulièrement a été torturé. Et donc à cause de ça, il a décidé d'aller combattre, de commencer les raids en Méditerranée, etc. Et aussi, il faut quand même parler un peu de ce qui s'est passé avec l'Inquisition en Espagne. Et, les Moriscos et tous les peuples qui ont été persécutés ont donc trouvé refuge en Afrique du Nord.
et dans l'Algérie. Et justement, en fait, ce qui a suivi, en fait, c'était une vengeance, entre guillemets. C'était une manière de se protéger. Et il faut quand même aussi dire, c'était une manière de résister, parce qu'on ne souligne pas assez qu'il y a eu beaucoup de tentatives de coloniser, d'envahir l'Algérie. Donc en fait, d'un point de vue militaire, on parle d'offensive, de défensive, mais aussi on peut parler, alors je connais le terme en anglais, c'est preemptive action, pour dire je t'attaque avant que tu m'attaques et en plus je te désarme et je t'enlève les capacités de pouvoir me faire du mal. Donc c'était un peu l'idée un peu de ce qui faisait aussi les Corsaires, ça faisait partie. Alors il y a d'autres actions, on parlait de défensive, on parlait aussi du côté politique d'implémenter les accords et de se faire respecter quand même. Du coup, justement, pourquoi ne pas nous décrire comme un État souverain? Pourquoi ne pas concéder que nous aussi on a une armée, nous aussi on a des militaires et nous aussi on a le droit de se faire respecter? Donc c'est vrai que dans l'histoire en général, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu cette question de narrative. Et dans notre cas, nous en tant qu'Algériens, on a toujours été au front. Et jusqu'à maintenant, on doit être au front pour justement se réapproprier notre histoire, mais aussi montrer les faits tels qu'ils étaient. Et vous le faites brillamment à travers cette fiction menée de main de maître. Si vous permettez, mesdames, on va opérer un petit intermède, toujours littéraire, puisque c'est le moment de notre livre de chevet qu'on va continuer d'explorer, comme d'habitude, après le jingle. Puisque nos invités nous ont plongé dans la résistance et la lutte contre l'impérialisme, je vous propose de continuer d'explorer ces positions anticolonialistes de Jean-Paul Sartre, avec cette fois-ci la préface qu'il a écrite au célèbre ouvrage d'Henri Alleg, La Question. Et en préface de cet ouvrage, Jean-Paul Sartre écrit « En 1953, rue Lauriston, des Français criaient d'angoisse et de douleur sous la torture nazie. La France entière les entendait. L'issue de la guerre n'était pas certaine et nous ne voulions pas penser à l'avenir. Une seule chose nous paraissait en tout cas impossible, qu'on pût faire crier un jour des hommes en notre nom. Impossible n'est pas français. En 1958, à Alger, on torture régulièrement, systématiquement, et tout le monde le sait. De Monsieur Lacoste au cultivateur de l'Aveyron, personne n'en parle, ou presque. Des filets de voix s'effilochent dans le silence. La France n'était guère plus muette sous l'occupation. Encore avait-elle l'excuse de porter un bâillon. À l'étranger, on a déjà conclu. Nous n'avons pas cessé de nous dégrader. Depuis 1939, selon les uns, selon les autres, depuis 1918. C'est vite dit. Je ne crois pas si facilement à la dégradation d'un peuple. Je crois à ses marasmes et à ses stupeurs, comme celle qui prend les élites entre d'immenses guillemets occidentales, devant le génocide palestinien. Pendant la guerre, quand la radio anglaise ou la presse clandestine nous avait parlé d'Ouradour-sur-Glane, qui a valu à Jean-Michel Apathy une volée de bois vert des médias dominants, nous regardions les soldats allemands qui se promenaient dans les rues d'un air inoffensif et nous nous disions parfois « Ce sont pourtant des hommes qui nous ressemblent, comment peuvent-ils faire ce qu'ils font ?» Et nous étions fiers de nous parce que nous ne comprenions pas. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien à comprendre. Tout s'est fait insensiblement par d'imperceptibles abandons. Et puis, quand nous avons levé la tête, nous avons vu dans la glace un visage étranger, haïssable, le nôtre. C'était une partie de la préface, magnifique préface de Jean-Paul Sartre pour l'ouvrage La Question d'Henri Alleg, le récit des tortures qu'il a subies durant sa participation à la résistance algérienne. Et nous approchons hélas de la fin de cet entretien passionnant et je me tourne vers Majda Ben Cha'ban pour le mot de la fin. Quels sont les futurs challenges qui vous attendent, mais surtout quels sont les futurs rendez-vous pour les ateliers, vos fameux ateliers que vous pouvez donner à nos téléspectateurs et à votre public algérien qui vous suit assidûment sur les réseaux, y compris mon épouse, qui vous salue. Franchement, c'est... Privilège d'animateur. C'est avec voilà, c'est grâce à ce public justement et sur les réseaux sociaux que j'arrive
à rassembler des personnes autour de des thématiques que je propose à chaque fois. Donc ça, j'ai des personnes avec qui je travaille ici à Alger qui m'offrent des espaces et qui organisent tout ça. Donc j'ai beaucoup de chance. Pour cette période-là, on va dire les rendez-vous sont remplis. Enfin, les séances que j'ai prévues pour cette semaine-là sont toutes remplies. Et À la bonne heure, tant. oui, voilà, je suis contente de voir l'engouement et l'intérêt que les gens ont justement à ce genre d'événements. Et voilà, donc il y aura d'autres que je vais certainement annoncer quand ce sera le cas sur mes réseaux, sur mes pages Facebook et Instagram. Et à quand une exposition? L'exposition, lorsqu'on met beaucoup d'énergie à organiser ce genre d'événements, et pour ma part, je travaille sur commande mes peintures, ce qui me laisse très peu de temps pour créer un nombre suffisant pour faire une exposition. Mais c'est vraiment pas l'envie qui manque, c'est juste le temps. Alors là, pourquoi pas une exposition commune avec d'autres arts? Oui, ça par contre, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que j'aime faire parce que ça me permet aussi de découvrir les univers des uns et des autres et que les publics des autres artistes découvrent d'autres univers. Donc ça, c'est une exposition collective avec grand plaisir, voilà, j'hésiterai pas. À méditer, en tout cas, pour les organisateurs qui seraient intéressés, Majda Ben Chaban est à votre disposition. Et je me tourne vers notre romancière, Salma Chelgui. J'ai dit en début d'émission, on ne se rend vraiment pas compte que vous êtes vous-même en plus la traductrice de votre roman, puisqu'initialement vous l'avez écrit en anglais, c'est-à-dire c'est votre langue de prédilection dans l'expression. On ne le sent ni à la lecture, ni à l'oral, puisque vous êtes d'une éloquence parfaite. Merci. Effectivement, c'est vrai que l'anglais, c'est plus ma langue d'expression. Et au début, le roman s'est écrit en anglais. Il y a eu une première édition qui était faite en Turquie. Puis par la suite, alhamdoulilah, on l'a fait en Algérie, en français. Je suis très heureuse que cette histoire soit disponible pour les anglophones et les francophones. Et les personnes qui sont intéressées par ça, j'ai fait de mon mieux. Et puis je vous remercie, je suis heureuse de savoir que ça ne s'est pas senti que je suis plus anglophone. Et parce qu'en fait, c'est le langage un peu du cœur, un peu de convier les sentiments, les idées, les images. Donc la version en anglais va être à nouveau disponible très bientôt, dans les jours à venir. Alhamdoulilah, donc pareil, je posterai l'information sur les réseaux. Et je vous laisserai savoir effectivement s'il y aura d'autres événements sur Alger. On va se quitter avec une image certes poignante mais aussi très symbolique, c'est celle du martyr de Raïs Hamidou, puisqu'il va connaître il a toujours été attiré vers la mer et finalement, et là je sais que c'est un fait historique, il a fini dans la mer jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce que justement c'est un héros et c'est un martyr. Et donc lui il a refusé que on prenne possession de son corps, puisqu'à l'époque il y avait une pratique un peu, quand on tuait un adversaire, de prendre son corps et de le montrer aux gens. Donc lui, parce que c'est un homme digne, il refuse, il dit je vous jeterai mon corps à la mer. Et justement le challenge de l'avant-dernier chapitre, c'était de montrer ces derniers moments-là, de montrer cette dignité, de montrer ce courage, parce que quand même on fait face à la mort. D'ailleurs, je le dis dans le roman, le compagnon du corsaire c'est la mort, la compagne pardon, du corsaire c'est la mort. Et il est tué par un boulet de canon. Oui, de la marine américaine. La marine américaine, d'ailleurs eux-mêmes ils ont été impressionnés. Puis je veux juste souligner ça, il y en a sur les réseaux qui s'amusent à dire oui on a battu les Algériens. Il a quand même fallu 9 bateaux américains pour faire face à un grand bateau algérien et 2 petits bateaux. Voilà. Donc il leur a tenu tête jusqu'au bout et c'est notre fierté. Cependant, en amont, en guise de consolation, avant d'arriver à ce passage-là, il y a eu le mariage avec Maryam et donc il y a eu la descendance et le roman se termine sur cette très belle symbolique puisque vous faites un bond en avant, vous nous amenez en 1831, l'occupation française commence, mais il y a cette très belle image de l'enfant qui va reprendre la relève et qui poursuivra le combat, même si ça va être une longue nuit de 132 ans. C'est ce flambeau qu'on ne cesse de se passer et cette résistance multiséculaire
qui fait que Alger reste la bien gardée. Alger, évidemment, symbole de toute l'Algérie. Exactement, parce qu'en fait, on voulait justement convier ce message pour dire que les Algériens, quoi qu'il arrive, on va se battre pour notre pays. On va promouvoir notre patrimoine, on va défendre nos intérêts. Et justement, c'est cette génération, cette nouvelle génération qui va mener à bout de bras le futur de notre pays, qui est un futur glorieux, Inch'Allah. Et justement, cette femme en haïk, c'était une métaphore pour représenter El Jazair. Donc, qu'utilise aussi beaucoup Majda dans ses peintures. Exactement, la femme, le haïk. C'est tout un symbole, évidemment. Au-delà de l'étoffe, c'est... Oui, qu'on retrouve dans la 4e de couverture. Exactement. Et d'ailleurs, la scène en question est représentée à travers le tableau. Et pour l'anecdote, j'ai dû acheter un pinceau spécial pour pouvoir faire Khet Roh, parce qu'elle voulait qu'il y ait Khet Roh sur le personnage. Oui, Khet Roh, qui a toute une histoire dans le roman et dans la très belle histoire d'amour qui unit Mariam et Hamidou. En tout cas, là, défend magnifiquement le pays. Et vous en êtes une très belle incarnation, puisque vous le faites avec talent à travers vos œuvres plastiques. Majda Ben Chaaban, merci beaucoup. Ce fut un immense plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir d'être là. Et puis, Salma Chergui, Raïs Hamidou, Chevalier des Mers, un plaisir de vous avoir lu, un plaisir de vous avoir écouté. Et puis, vivement, d'une part, la traduction en arabe, et surtout, vivement, l'adaptation, parce que moi, j'aurais aimé grandir enfant en ayant en esprit des héros tels que Raïs Hamidou, et non pas X ou Y, des importations qu'on a dû faire de la culture. Et donc, vivement, une adaptation au cinéma, voire en dessin animé, voilà, voir un film d'animation avec le style Zintin. En tout cas, vraiment, mesdames, merci beaucoup. Un très bon moment que j'ai passé avec vous et je ne doute pas que ce fut le cas aussi pour nos chers téléspectateurs. Et comme les meilleurs, c'est toujours pour la fin, nous les remercions de nous avoir accueillis chez eux. Inch'Allah, mais avec de si charmantes invités, je n'en doute pas. Donc pour cette fois-ci, je vais être présomptueux en vous remerciant pour votre attention et votre aimable compagnie et en vous souhaitant une excellente fin de soirée. À très bientôt.